Au dîner de famille, mes parents ont hurlé « Quitte ton travail ou tu n'as plus de famille ». Puis ils ont nommé ma sœur PDG, juste après que mon API rapportait 100 millions d'euros. J'ai souri et je suis parti. 6 mois plus tard, ils m'ont harcelé d'appels. Mais je n'ai répondu qu'une chose, vous avez oublié ce dîner? Pas moi. Je m'appelle Léonie Guérin, j'ai 28 ans. Ce soir-là, en entrant dans la salle à manger de la villa familiale d'Écully, je ne me doutais de rien. Mon application venait de rapporter 100 millions d'euros à notre entreprise, Guérin et Filles. Au dîner de famille, mes parents m'ont hurlé « Quitte ton travail ou tu n'as plus de famille ». Puis ils ont nommé ma sœur, Bérénice, PDG. J'ai souri, je me suis levée et je suis partie. 6 mois plus tard, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Ils m'ont harcelé d'appels, tous, sans exception. Mais je n'ai répondu qu'une chose, vous avez oublié ce dîner? Pas moi. Avant de plonger dans les détails de cette histoire, j'aimerais vous demander une petite chose. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez, et quelle heure il est chez vous en ce moment. Je suis vraiment curieuse de voir jusqu'où mon histoire a voyagé. La route qui menait à la maison de mon enfance serpentait à travers les collines cossues de l'ouest lyonnais. Les feuilles d'automne, couleur de feu et d'or, dansaient dans les phares de ma voiture. D'habitude, ce trajet m'apaisait. Ce soir, une anxiété sourde me serrait la gorge. L'invitation de ma mère avait été étrangement formelle. Nous devons parler de l'avenir de l'entreprise, tous ensemble. Ces mots résonnaient en moi comme un présage. En entrant, l'odeur du rôti de veau de ma mère flottait dans l'air, un parfum qui, autrefois, signifiait fête et réconfort. Ce soir, il semblait lourd, presque funèbre. La longue table en chêne massif était dressée avec la porcelaine des grands jours. Mon père, Hervé, était assis en bout de table, le visage fermé, un masque de granit. Ma mère, Mireille, à sa droite, arrangeait et réarrangeait son couvert, ses mains trahissant une nervosité qu'elle tentait de dissimuler. Et en face de moi, ma sœur aînée, Bérénice, sirotait son verre de chablis avec une arrogance à peine dissimulée. Un petit sourire flottait sur ses lèvres, le sourire de quelqu'un qui connaît l'issue du combat avant même qu'il ne commence. J'avais ignoré les signes. Le sourire trop poli de ma sœur ces dernières semaines, le regard fuyant de mon père. Je m'étais dit que c'était juste des tensions passagères, le stress lié à la gestion d'une entreprise en pleine croissance. J'avais eu tort. Terriblement tort. J'étais la créatrice de Synapse Logistique, le cœur battant de notre société. J'avais passé des nuits blanches, le visage baigné par la lueur de mon écran, à écrire des milliers de lignes de code, à boire du café jusqu'à l'aube pour perfectionner un algorithme qui allait révolutionner notre secteur. Et j'avais réussi. Le contrat de 100 millions d'euros signé 2 semaines plus tôt en était la preuve irréfutable. Je m'attendais à des félicitations, peut-être même à une prime. Pas à une exécution. Le silence fut rompu par le poing de mon père s'abattant sur la table. Le bruit sec fit sursauter ma mère. « Léonie » commença-t-il d'une voix grave, une voix que je ne lui connaissais pas, nous avons pris une décision concernant l'avenir de Guérin et Filles. Je sentis mon estomac se nouer. Ce n'était pas une discussion. C'était un verdict. Il marqua une pause, me fixant de ses yeux bleus devenus froids comme l'acier. « Tu vas quitter ton poste d'ingénieur en chef. » Le choc me coupa le souffle. Les mots semblaient flotter dans l'air, absurdes, irréels. J'ai cru mal entendre. Quitter mon poste? Mon poste? C'était moi qui avais tout créé. Quoi? Mais, pourquoi? Synapse? Le contrat? Je ne comprends pas, Léonie, intervint ma mère, sa voix douce soudainement tranchante comme une lame. Quitte ton travail ou tu n'as plus de famille. La phrase tomba entre nous, lourde, irrévocable. Ce n'était pas une suggestion. C'était un ultimatum. Soit je renonçais à l'œuvre de ma vie, soit je renonçais à eux. À tout. Bérénice posa son verre, un petit cliquetis satisfait. Maman a raison, Léo. Il faut savoir ce qui est le mieux pour l'entreprise. Et le mieux, c'est que je prenne la direction. Je suis nommée présidente directrice générale à partir de lundi. Je l'ai regardée, elle, ma sœur,
qui ne faisait pas la différence entre un serveur informatique et un serveur de restaurant. PDG? C'était une farce. Une mauvaise blague. Mais en voyant l'approbation sur le visage de mes parents, j'ai compris que ce n'était pas une blague du tout. C'était un coup d'État. Un coup d'État familial, le pire de tous. Un tourbillon d'émotions me submergea. La colère, brûlante. L'incompréhension, totale. Et puis, une douleur sourde, profonde, la douleur de la trahison la plus intime qui soit. Mon propre sang. Ma propre famille. J'aurais pu crier, j'aurais pu renverser la table, j'aurais pu les supplier de m'expliquer. Mais à quoi bon? Leurs visages étaient des murs. Leurs décisions étaient prises. Alors, une étrange sensation de calme m'envahit. C'était la lucidité froide de celui qui a tout perdu. Je les ai regardés, un par un. Mon père, le lâche. Ma mère, la complice. Ma sœur, l'usurpatrice. Et j'ai souri. Un sourire qui ne venait pas du cœur, mais de la rage qui commençait à naître en moi. D'accord, ai-je dit, ma voix étonnamment stable. Leur surprise fut palpable. Ils s'attendaient à des larmes, à des supplications. Pas à cette acceptation glaciale. Je me suis levée, ma chaise raclant doucement le parquet. Je n'ai pas dit un mot de plus. J'ai fait demi-tour et j'ai marché vers la sortie, la tête haute. Chaque pas était un adieu. Adieu à cette maison, adieu à cette famille, adieu à l'illusion que le mérite et le travail acharné étaient toujours récompensés. Ils pensaient avoir gagné la bataille ce soir-là. Mais en me chassant, ils venaient de me donner la seule chose dont j'avais besoin pour gagner la guerre, la liberté. Pour que vous compreniez l'ampleur de cette trahison, il faut que je remonte le temps. 18 mois plus tôt, pour être exact. L'entreprise Guérin et Filles n'était alors qu'une PME respectable, mais vieillissante, spécialisée dans la logistique traditionnelle. Mon père, Hervé, l'avait héritée de mon grand-père et la gérait avec prudence, mais sans grande vision d'avenir. Il parlait sans cesse de « l'héritage familial », mais il avait peur du moindre changement, de la moindre innovation. Ma mère, Mireille, tenait les comptes d'une main de fer, obsédée par la réputation et les apparences. Moi, fraîchement diplômée d'une des meilleures écoles d'ingénieurs de France, je voyais le monde changer. Je voyais l'intelligence artificielle, le big data, et je savais que si nous ne prenions pas le virage du numérique, nous allions tout simplement disparaître. C'est là qu'est née l'idée de Synapse Logistique. Ce n'était pas juste un logiciel. C'était mon bébé, ma croisade. J'ai dû me battre pendant des mois pour convaincre mon père de me donner un petit budget et une petite équipe. Il a cédé, plus par lassitude que par conviction. J'ai passé des mois dans un petit bureau au fond du siège social, à Pardieu, à Lyon, un espace que personne ne voulait, entouré de tableaux blancs couverts d'équations. Je travaillais 18 heures par jour. Mon petit ami, Baptiste, lui aussi ingénieur et la personne la plus brillante que je connaisse, passait ses soirées avec moi après sa propre journée de travail. Il ne m'aidait pas seulement à déboguer des lignes de code, il me soutenait, me rappelait de manger, et croyait en mon projet plus que quiconque. Je me souviens d'une nuit où nous étions bloqués sur un bug particulièrement retors. Il était 3 heures du matin. J'étais épuisée, prête à abandonner. C'est lui qui a trouvé la solution, une approche à laquelle je n'avais pas pensé. Nous avons crié de joie dans le silence du bureau vide. Nous avons partagé une pizza froide pour fêter ça, nos visages éclairés par la seule lueur de nos écrans, et nous étions heureux. Nous construisions l'avenir. Pendant ce temps, ma sœur Bérénice construisait sa carrière sur du vent. Elle passait ses journées dans des déjeuners d'affaires, ses soirées dans des cocktails mondains. Elle collectionnait les cartes de visite comme d'autres collectionnent les timbres. Elle maîtrisait à la perfection le jargon des startups, disruption, synergie, pivot stratégique. Des mots creux qu'elle utilisait pour masquer son ignorance totale du produit que je développais. Mais elle avait du charme. Elle savait sourire, flatter, et mes parents buvaient ses paroles. Pour eux, son agitation était synonyme d'action, tandis que mes longues heures de concentration silencieuse étaient une forme de passivité. Je me souviens d'un dîner, 1 an avant le drame. J'essayais d'expliquer à mon père l'avancée majeure que je venais de réaliser sur le moteur prédictif de Synapse. Il hochait la tête, distrait, son regard perdu dans le vague.
Puis Bérénice est arrivée, toute excitée, racontant comment elle avait pitché la vision de Guérin et fille à un vague contact rencontré à un salon. Le visage de mon père s'est illuminé. Voilà une fille qui a le sens des affaires. Pas comme toi, Léonie, toujours la tête dans tes ordinateurs. Cette phrase m'avait fait mal, mais je l'avais mise sur le compte d'une maladresse. L'erreur était là. Je croyais que les faits parleraient d'eux-mêmes. Que le succès de Synapse serait ma meilleure défense. Et le succès est arrivé, spectaculaire. Un grand groupe de la grande distribution, mené par un certain Monsieur Durand, a testé notre application. Les résultats ont dépassé toutes leurs espérances, coût réduit de 30%, efficacité logistique augmentée de 50%. Le contrat de 100 millions d'euros sur 5 ans a suivi. C'était le plus gros contrat de l'histoire de notre entreprise familiale. J'étais sur un nuage. Mais dans les coulisses, l'ambiance changeait. Mon père a commencé à avoir des conversations téléphoniques étranges, à voix basse, dans son bureau. Une fois, en passant devant la porte, je l'ai entendu prononcer les mots « créancier » et « délai de paiement ». J'ai senti une pointe d'inquiétude, mais je me suis raisonné. Il gérait les finances, c'était normal. Je ne savais pas encore que l'entreprise était au bord du gouffre financier et qu'il cherchait une solution miracle. Et pour eux, la solution miracle n'était pas ma technologie. C'était le carnet d'adresses de Bérénice. La jalousie de ma sœur, que j'avais toujours sentie en filigrane, est devenue palpable. Lors d'une réception pour célébrer la signature du contrat, alors que Monsieur Durand me félicitait chaleureusement, j'ai aperçu Bérénice dans un coin. Elle me fusillait du regard. Plus tard dans la soirée, ma mère est allée la voir et lui a glissé à l'oreille, pensant que je ne l'entendais pas, laisse-la avec ses chiffres. Toi, tu as le charme. C'est ça qui compte vraiment. Ce soir-là, j'ai compris que je n'avais pas une alliée en ma mère, mais une juge. Une juge qui m'avait déjà condamnée. Je construisais l'avenir de l'entreprise, sans voir que dans l'ombre, ma propre famille était en train de comploter pour me voler cet avenir. La première fissure, la première véritable alerte que j'aurais dû prendre au sérieux, est apparue 3 mois avant l'ultimatum. C'était subtil, vicieux, et ça portait la signature de Bérénice. Nous travaillions sur une mise à jour majeure pour Synapse, une nouvelle fonctionnalité de gestion des stocks en temps réel que j'avais conçue. Les plans étaient encore à l'état d'ébauche, des schémas complexes et des notes techniques que je gardais dans un dossier sur mon ordinateur, un dossier que je pensais protéger. Un mardi matin, mon père m'a convoqué dans son bureau. Monsieur Durand, notre plus gros client, était là, ainsi que Bérénice. L'ambiance était tendue. Monsieur Durand avait l'air contrarié. Léonie, a-t-il commencé sans préambule, votre sœur m'a présenté hier une nouvelle fonctionnalité très prometteuse. Elle m'a assuré qu'elle serait prête pour le trimestre prochain. Mais les chiffres qu'elle m'a donnés me semblent optimistes. J'ai froncé les sourcils, complètement perdu. De quelle fonctionnalité parlait-il ? Bérénice a sorti une tablette et a affiché une version simplifiée, presque caricaturale, de mes propres schémas. Le sang s'est glacé dans mes veines. Elle avait fouillé dans mon ordinateur. Elle avait volé mon travail. Mais elle n'avait pas volé la compréhension qui allait avec. Comme vous le voyez, a-t-elle dit avec assurance, nous allons intégrer un module prédictif qui garantit une marge d'erreur de moins de 1%. J'ai failli m'étouffer. 1%? C'était techniquement impossible avec la technologie actuelle. C'était un fantasme. Mes propres calculs, les plus optimistes, tablaient sur 5%, ce qui était déjà une prouesse. Elle avait inventé un chiffre pour l'impressionner, un mensonge qui risquait de nous faire perdre toute crédibilité. Monsieur Durand, ai-je dit calmement, en essayant de réparer les dégâts. Le concept est bien celui sur lequel nous travaillons. Je suis ravi que Bérénice vous l'ait présenté. Cependant, le chiffre de 1% n'est pas réaliste. Nous visons une performance exceptionnelle autour de 5%, ce qui est déjà bien au-delà des standards du marché. Le visage de Monsieur Durand s'est durci. Il s'est tourné vers Bérénice, puis vers moi. Il se sentait floué, et je pouvais le comprendre. C'est alors que Bérénice a porté le coup de grâce. Elle a posé une main compatissante sur mon bras. Oh, Léonie. Ne t'inquiète pas. Je sais que les détails techniques peuvent parfois te dépasser.
Laisse-moi gérer la vision d'ensemble. Léonie est brillante, vous savez, a-t-elle ajouté en se tournant vers Monsieur Durand, mais elle a parfois la tête tellement dans le code qu'elle oublie le potentiel commercial. En une phrase, elle m'avait fait passer pour une technicienne bornée et incompétente, tout en se positionnant comme la visionnaire qui devait me sauver de moi-même. C'était un coup de maître de manipulation. J'étais piégée. Si je la contredisais plus fermement, je créais une dispute familiale devant notre plus gros client. Si je ne disais rien, je validais son mensonge. J'ai choisi le silence, un silence qui me coûta cher. La réunion s'est terminée dans une atmosphère glaciale. Une fois Monsieur Durand parti, mon père s'est tourné vers moi, le visage rouge de colère. Pas contre Bérénice, l'auteur du mensonge. Contre moi. Tu nous as mis dans l'embarras, Léonie. Tu as contredit ta sœur devant un client. Tu as failli nous faire perdre le contrat. Nous n'avons pas le temps pour tes caprices techniques et ton pessimisme, l'avenir de cette entreprise est en jeu. J'étais sidérée. Mais papa, elle a menti. Ce qu'elle a promis est impossible. Je me fiche de savoir si c'est possible. Elle, au moins, elle vend du rêve. Elle donne envie aux gens d'investir. Toi, tu ne parles que de problèmes et de limites. J'ai quitté son bureau sans un mot de plus, le cœur en miettes. Ce soir-là, dans la voiture avec Baptiste, j'ai craqué. Les larmes que j'avais retenues ont coulé, des larmes de rage et de tristesse. Ce n'était pas la réprimande de mon père qui me faisait le plus mal. C'était la trahison de ma sœur, froide, calculée. C'est ma sœur, Baptiste, ai-je sangloté. Comment a-t-elle pu me faire ça? Baptiste m'a serré dans ses bras. Il était aussi révolté que moi. C'est lui qui m'a ouvert les yeux. Elle ne s'arrêtera pas là, Léo. Elle veut ta place. Elle veut tout. Honnêtement, à ce moment-là, je me suis sentie si seule. Dites-moi dans les commentaires, si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous confronté toute votre famille, au risque de tout faire exploser? Ou auriez-vous commencé à vous protéger en secret? Je suis curieuse de lire vos réactions. Ce n'était plus une question de rivalité fraternelle. C'était une déclaration de guerre. Et je commençais à peine à comprendre les règles de leur jeu cruel. La conversation avec Baptiste ce soir-là, après l'humiliation dans le bureau de mon père, a été un électrochoc. Sa phrase « elle veut tout » tournait en boucle dans ma tête. J'ai compris que je ne pouvais plus être naïve. Je ne pouvais plus croire que mon travail parlerait de lui-même. Dans la guerre que Bérénice avait déclarée, les faits n'avaient aucune valeur face à la manipulation et au charme. Si je voulais survivre, je devais changer de stratégie. Je devais me doter d'une arme. Une arme qu'il ne verrait pas venir. L'idée m'est venue quelques jours plus tard, au milieu de la nuit. Une idée folle, dangereuse, mais terriblement logique. Si Synapse Logistique était mon œuvre, mon bébé, alors je devais m'assurer qu'on ne puisse pas me l'arracher sans mon consentement. Je ne voulais pas le saboter, je voulais le protéger. Le protéger d'eux. Le lendemain, j'en ai parlé à Baptiste. J'ai dessiné des schémas sur une serviette en papier dans un petit café où personne ne pouvait nous entendre. Je veux intégrer une sécurité, une sorte de clé personnelle dans le cœur de l'algorithme. Baptiste m'a regardé, ses yeux intelligents analysant toutes les implications. Au début, il était réticent, inquiet. Léonie, je t'en prie, réfléchis. Est-ce que cette vengeance en vaut la peine? C'est ta famille. Partons, construisons quelque chose de nouveau, juste nous deux. J'ai peur que ça te consume. Sa sollicitude me toucha profondément. Il avait raison d'avoir peur pour moi. Le chemin que j'envisageais était sombre. Mais reculer n'était plus une option. Ce n'est pas une vengeance, Baptiste, ai-je répondu, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. C'est une question de justice. C'est mon nom, mon travail, mon héritage. Ils veulent me l'enlever, me réduire à une simple exécutante. Je ne les laisserai pas faire sans me battre. C'est une question de survie. Il a vu la flamme dans mes yeux. Il a compris que ma décision était prise. Et, comme toujours, il a décidé de m'aider. D'accord, a-t-il dit. Alors faisons-le bien. Faisons-le de manière indétectable. Nous avons passé les 3 semaines suivantes à mener une double vie.
Le jour, j'étais l'ingénieur en chef modèle. La nuit, nous transformions notre petit appartement de la Croix-Rousse en un laboratoire clandestin. Nous avons conçu ce que nous avons appelé le protocole de maintenance cryptographique. L'idée était bien plus subtile qu'un simple interrupteur on-off. Ce n'était pas un verrou à empreinte digitale, comme dans les films. C'était beaucoup plus réaliste et indétectable. Le cœur de l'algorithme de Synapse, la partie la plus complexe qui gérait les analyses prédictives, nécessiterait désormais une mise à jour hebdomadaire. Cette mise à jour ne pouvait être générée que par une clé de cryptage privée, une suite de caractères incroyablement longue et complexe que je serais la seule à posséder. Sans cette mise à jour, le système ne planterait pas brutalement. Ce serait bien plus insidieux. D'abord, sa performance commencerait à décliner. De 0,1% par jour. Imperceptible au début. Puis les erreurs de calcul commenceraient à apparaître. Des erreurs minimes, une palette mal localisée ici, une petite erreur d'arrondi là. Au bout de quelques semaines, ces erreurs deviendraient plus fréquentes, plus graves. La base de données deviendrait de moins en moins fiable. Le système ne serait pas en panne, il deviendrait simplement mauvais. Inutile. Et personne, absolument personne, ne pourrait comprendre pourquoi, à part nous. L'intégrer a été l'un des plus grands défis de ma carrière. Nous devions le cacher au sein de millions de lignes de code, le faire passer pour une simple procédure de sécurité standard, une vérification d'intégrité des données. Je me souviens de la nuit où nous avons finalisé le code. Il était presque 4 heures du matin. La ville de Lyon dormait à nos pieds. J'ai hésité avant d'appuyer sur la touche « Entrée » qui déploierait la mise à jour sur les serveurs de l'entreprise. C'était le point de non-retour. « Tu es sûr ?» m'a demandé Baptiste. J'ai pensé au visage de ma sœur, triomphant. J'ai pensé au mépris dans la voix de mon père. J'ai pensé aux larmes de crocodile de ma mère. Oui, ai-je murmuré. Je suis sûr. J'ai appuyé. Quand nous avons compilé la version finale du code contenant notre secret, un étrange sentiment m'a envahi. Un mélange de culpabilité et de puissance. J'avais franchi une ligne. J'avais cessé d'être une simple créatrice pour devenir la gardienne, et potentiellement la destructrice, de ma propre création. Baptiste a posé sa main sur la mienne. « C'est fait », a-t-il murmuré. « Maintenant, tu es protégé. » J'ai hoché la tête, le cœur battant. J'espérais sincèrement ne jamais avoir à m'en servir. Mais au fond de moi, une petite voix me disait que ce n'était qu'une question de temps. Nous avons implanté la clé. Un secret dormant au cœur de la machine. Maintenant, il ne restait plus qu'à attendre qu'ils appuient eux-mêmes sur le détonateur. Les mois qui ont suivi l'intégration de notre police d'assurance ont été un long-supplice psychologique. En surface, tout semblait normal. Je continuais à diriger mon équipe, à améliorer Synapse, à répondre aux demandes des clients. Mais sous cette surface, la guerre froide faisait rage. Bérénice passait de plus en plus de temps dans le bureau de notre père. Je la voyais rire avec les membres du conseil d'administration, organiser des dîners avec de potentiels investisseurs. Elle tissait sa toile, et je sentais les fils se resserrer autour de moi. Chaque semaine, j'appliquais la mise à jour de ma clé secrète, et chaque fois, j'avais l'impression d'armer une bombe à retardement. Mes conversations avec mes parents sont devenues purement fonctionnelles. Plus de « Comment ça va, ma chérie ?» mais des « Où en est le rapport pour Durand ?» Ils m'évitaient, presque comme s'ils avaient honte. Ou peut-être se préparaient-ils simplement pour le coup final. Ils avaient besoin de moi pour assurer la transition, pour que Synapse soit parfaitement stable avant de me jeter par-dessus bord. Je n'étais plus leur fille, j'étais un outil. Un outil bientôt obsolète. Puis est arrivé ce fameux vendredi soir d'octobre. L'invitation à dîner était inhabituelle. Nous ne dînions plus tous ensemble depuis des mois. J'ai hésité à y aller. Baptiste m'a dit de ne pas le faire. C'est un piège, Léo. N'y va pas. Je le savais. Mais une partie de moi, la petite fille qui voulait encore plaire à ses parents, espérait un miracle. Une discussion. Des excuses. Une reconnaissance tardive. Quelle idiote j'étais. Le repas fut une torture silencieuse.
Ma mère avait préparé mon plat préféré, un gigot d'agneau aux herbes de Provence. Mais la nourriture avait un goût de cendre dans ma bouche. Les cliquetis des couverts sur la porcelaine étaient les seuls sons qui brisaient une tension palpable. Et puis, mon père a posé sa fourchette. Le moment était venu. Le procès pouvait commencer. Je vous ai déjà raconté l'essentiel. L'ultimatum. La promotion de Bérénice. Mais il y a des détails que je n'ai pas partagés, des mots qui sont restés gravés en moi comme au fer rouge. Après leur annonce, j'ai essayé de raisonner. J'ai essayé d'utiliser la logique, mon seul refuge. Mais enfin, vous ne pouvez pas être sérieux, ai-je dit, ma voix tremblante malgré moi. Bérénice ne connaît rien à la technologie. Elle ne sait même pas comment redémarrer un serveur. Vous pensez vraiment qu'elle peut diriger une entreprise comme la nôtre? La réponse de mon père m'a glacée jusqu'aux os. Nous n'avons pas besoin d'un technicien à la tête de l'entreprise. Nous avons besoin d'un visage, d'un leader, de quelqu'un qui sait parler aux investisseurs. Nous avons besoin de quelqu'un pour sauver cette famille de la faillite. Il l'avait dit. Le mot était lâché. Faillite. Alors tout s'expliquait. Leur panique, leur irrationalité. Ils étaient aux abois, et ils se tournaient vers la solution la plus simple, la plus séduisante en apparence, le beau parleur, la vendeuse de rêves. Ma sœur. Et moi alors, ai-je demandé, ma voix n'étant plus qu'un murmure. Moi qui ai bâti la seule chose qui a de la valeur dans cette entreprise? Je ne compte pour rien? Ma mère a finalement levé les yeux vers moi. Il n'y avait pas de pitié dans son regard, seulement une dureté que je ne lui avais jamais connue. Tu es une excellente ingénieure, Léonie. Nous ne le nions pas. Mais tu ne vois pas plus loin que tes lignes de code. Bérénice a une vision. C'est tout ce qui compte. Une vision. Son talent, c'était de voler mes idées et de les présenter avec des mots à la mode. C'était ça, leur fameuse vision. À cet instant, quelque chose s'est brisé en moi. Pas mon esprit. Pas ma détermination. Mais mon cœur. Le petit fil qui me liait encore à eux, l'espoir d'une reconnaissance, tout a été pulvérisé. Je ne ressentais plus de la tristesse. Je ressentais un vide immense, et une froide résolution. C'est là que j'ai souri. Je me suis levée. D'accord. Leur silence était assourdissant. Ils ne comprenaient pas. Je me suis dirigée vers la porte d'entrée. Ma main sur la poignée, je me suis arrêtée une dernière fois, sans me retourner. Vous faites une terrible erreur, ai-je dit doucement. Et vous allez la payer très cher. En passant la porte, j'ai entendu ma mère murmurer à Bérénice, ne t'inquiète pas. Elle reviendra en rampant. Elle se trompait lourdement. La prochaine fois qu'il me verrait, ce serait à genoux. La porte s'est refermée derrière moi. Je n'étais plus Léonie Guérin, la fille d'eux. J'étais juste Léonie. Et pour la première fois, ça me semblait être assez. Les premiers jours après mon départ ont été étrangement calmes. J'ai rendu ma voiture de fonction, mon ordinateur portable, mon badge d'accès. J'ai fait mes cartons au bureau sous le regard tantôt apitoyé, tantôt méfiant de mes anciens collègues. Personne n'a osé me poser de questions. La nouvelle de la nomination de Bérénice au poste de PDG s'était répandue comme une traînée de poudre, et personne ne voulait être vu en train de parler à la traîtresse déchue. J'étais une paria dans l'entreprise que j'avais construite. Baptiste a été mon roc. Il a démissionné le lundi suivant, par solidarité. Je ne travaillerai pas pour elle, a-t-il simplement dit. Nous avons passé la première semaine à transformer notre appartement en un nouveau quartier général. Nous avons acheté du matériel, installé un serveur. Nous étions libres, mais aussi sans emploi et avec un avenir incertain. Une partie de moi était terrifiée. Mais l'autre partie, la plus grande, se sentait électrisée. La première échéance de mise à jour du protocole de maintenance est passée. 1 semaine. Puis 2. J'observais de loin, grâce à quelques alertes que j'avais discrètement mises en place avant de partir. Le système était toujours stable. Bérénice paradait. Elle a donné une interview à un magazine économique local, parlant de la nouvelle ère de Guérin et Filles, de sa vision stratégique pour l'avenir. Je l'imaginais, dans mon ancien bureau, se pavanant,
persuadée d'avoir gagné. Elle ne savait pas que le sol se dérobait déjà sous ses pieds. La 3e semaine, le château de cartes a commencé à vaciller. Le premier appel est venu de Monsieur Durand. Il n'a pas appelé Bérénice. Il m'a appelé, sur mon portable personnel. Léonie, quelque chose ne va pas. Nous avons des retards dans les rapports. Rien de grave, mais ce n'est pas normal. Votre sœur m'assure que tout est sous contrôle, mais j'ai plus confiance en vous. J'ai joué l'ignorance. Je suis désolé, Monsieur Durand, mais j'ai quitté l'entreprise. Je ne peux plus vous aider. J'ai senti sa frustration à travers le téléphone. 10 jours plus tard, la situation s'était aggravée. Ce n'était plus seulement des retards. C'étaient des erreurs. J'ai appris par un ancien collègue qu'une cargaison entière de produits frais, d'une valeur de 500 000 €, avait été acheminée vers le mauvais entrepôt à l'autre bout de la France à cause d'une erreur de prévision du système. La perte a été sèche. L'efficacité, qui était notre principal argument de vente, était en chute libre. De 50% d'amélioration, ils étaient passés à 20%. Puis ce fut le chaos. Les clients se plaignaient. Les ingénieurs, privés de leur leader, étaient perdus. Ils cherchaient un bug qui n'existait pas. Ils passaient des nuits blanches à analyser du code, sans comprendre que le problème ne venait pas d'une erreur, mais de l'absence d'une clé. Bérénice, incapable de comprendre la situation, a fait ce qu'elle savait faire de mieux, crier. J'ai eu un message d'un ancien collègue. C'est l'enfer ici. Elle nous traite d'incompétents. Elle menace de nous virer. Personne ne sait quoi faire. Et enfin, mon père a appelé. Sa voix, autrefois si autoritaire, était tendue. Léonie. Il y a un problème avec Synapse. Tu dois revenir. C'est un ordre. Je ne travaille plus pour toi, papa. Tu ne peux plus me donner d'ordre. J'ai raccroché. Il a rappelé, sa voix moins assurée. S'il te plaît. Juste pour jeter un œil. Je te paierai. J'ai encore raccroché. Puis ce fut le tour de ma mère. Elle pleurait. Léonie, je t'en supplie. Tu es en train de détruire l'héritage de ton père, de ton grand-père. C'est notre famille. Cette fois, je n'ai pas pu m'empêcher de répondre. Ma voix était froide, vide de toute émotion. Le patrimoine a été construit sur la vérité, maman. Pas sur des mensonges. C'est vous qui avez choisi de tout détruire ce soir-là, à table. Assumez vos choix. Le silence qui a suivi était plus éloquent que tous les cris du monde. Finalement, c'est leur avocat qui m'a contacté. La proposition était officielle. Il voulait m'engager comme consultante externe pour résoudre les problèmes de performance de Synapse. J'ai discuté avec Baptiste. Le moment était venu de poser mes conditions. J'ai envoyé un email à l'avocat. Un email court, professionnel. J'accepte la mission. Mes honoraires sont de 3 000 € de l'heure, avec un minimum de 10 heures facturables par intervention. Payable d'avance. Ils ont payé. Chaque centime. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que ce n'était pas leur argent que je voulais. C'était leur reddition. Mon nouveau rôle de consultante fantôme a commencé la semaine suivante. Ils m'ont viré 30 000 € sur mon compte. La première tranche. C'était plus d'argent que je n'en avais jamais eu, mais cela n'avait aucun goût. Ce n'était que le premier acompte sur le prix de leur désespoir. Je travaillais exclusivement de chez moi. Ils m'ont donné un accès distant sécurisé à leur serveur. Je passais quelques heures par jour à analyser la situation. Mon travail était un exercice de précision chirurgicale. Je devais en faire juste assez pour éviter l'effondrement total et la perte du contrat avec Durand, mais assez peu pour qu'il reste complètement dépendant de moi. C'était un jeu d'équilibriste. Je corrigeais quelques erreurs de données ici et là, j'optimisais une requête de base de données pour donner l'illusion d'une amélioration temporaire. Mais je ne touchais jamais au cœur du problème. Je n'appliquais jamais la mise à jour de la clé de cryptage. Je mettais des pansements sur une hémorragie interne. À chaque intervention, je leur envoyais un rapport technique détaillé, rempli d'un jargon qu'ils ne pouvaient pas comprendre, justifiant mes 10 heures de travail. Ils payaient sans discuter. Bérénice détestait cette situation.
Elle me haïssait. Le fait de devoir dépendre de la petite sœur qu'elle avait humiliée et chassée était une torture pour son ego surdimensionné. Elle essayait de s'approprier mes interventions. Dans ses emails à Monsieur Durand, elle écrivait des phrases comme « Sous ma direction, notre consultante a identifié et résolu plusieurs anomalies. » C'était pathétique. Elle tentait désespérément de garder le contrôle d'une situation qui lui échappait totalement. Le point culminant de ce théâtre de l'absurde a eu lieu lors d'une visioconférence de crise. Monsieur Durand était là, furieux. Mon père et ma mère étaient là, les visages gris, vieillis de 10 ans en quelques semaines. Bérénice était là, essayant de projeter une image de contrôle qu'elle ne possédait absolument pas. Et moi, j'étais là, une petite fenêtre sur leur écran, l'observatrice silencieuse de leur naufrage. La situation est inacceptable, a tonné Monsieur Durand. L'efficacité est remontée de 5%, puis a rechuté de 8%. C'est le yo-yo. Mes équipes perdent un temps fou. Madame Guérin, a-t-il dit en fixant Bérénice, qu'est-ce que vous comptez faire concrètement? Bérénice, prise au dépourvu, s'est lancée dans un de ses monologues habituels, remplis de jargon vide de sens. Nous sommes en train de recalibrer notre paradigme opérationnel pour optimiser les synergies et maximiser la fluidité de nos processus verticaux. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'intervenir. Doucement. Si je peux me permettre, Monsieur Durand, ai-je dit, ma voix calme contrastant avec l'agitation ambiante. Le problème n'est pas un paradigme. C'est une corruption de données en cascade au niveau du noyau prédictif. J'ai identifié une dégradation exponentielle de l'intégrité des tables d'indexation. Les interventions palliatives ne suffisent plus. Le système a besoin d'une refonte en profondeur. Bérénice m'a fusillé du regard. Je venais de la contredire publiquement et de révéler son incompétence. Ce n'est pas vrai, a-t-elle presque crié. Le système est solide. C'est notre équipe technique qui est incompétente. Ils ne suivent pas mes directives. Elle venait de jeter ses propres ingénieurs sous les roues du bus. C'était une erreur de débutant. Une erreur fatale. Monsieur Durand a levé les mains en signe d'exaspération. Je me fiche de savoir qui est le coupable. Je veux une solution. Léonie, vous semblez être la seule à comprendre de quoi vous parlez. Qu'est-ce que vous proposez? Avant que je puisse répondre, Bérénice a explosé. C'était plus fort qu'elle. La pression, l'humiliation, tout est sorti d'un coup. Elle ne proposera rien du tout. C'est elle, le problème. Depuis qu'elle est partie, tout s'effondre. C'est du sabotage. Je suis sûre qu'elle a fait quelque chose au code avant de partir. Un silence de mort s'est installé dans la conférence virtuelle. Elle l'avait dit. L'accusation était lancée. C'était si proche de la vérité, et pourtant si faux dans l'intention. Ce n'était pas du sabotage. C'était une conséquence. Mon père a mis sa tête dans ses mains. Ma mère a fermé les yeux. Ils savaient que leur fille aînée venait de dynamiter le dernier pont qui les reliait à une solution. Elle avait transformé une crise technique en une sale querelle de famille, exposée aux yeux de leurs plus grands clients. J'ai gardé mon calme. J'ai regardé la caméra, et j'ai dit d'une voix posée, cette accusation est très grave, et complètement infondée. Je crois que cette réunion n'est plus productive. Monsieur Durand, je vous enverrai un rapport détaillé de mes conclusions. J'ai quitté l'appel. J'ai éteint mon ordinateur. Je suis allé dans le salon où Baptiste m'attendait. Il m'a regardé, interrogateur. J'ai souri. Un vrai sourire, cette fois. Elle vient de me donner exactement ce dont j'avais besoin. Elle venait de m'offrir la scène parfaite pour mon acte final. Le mariage de ses rêves allait devenir mon théâtre de la vérité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Le mariage de Bérénice a eu lieu 3 mois plus tard. C'était l'événement mondain de l'année à Lyon. Elle avait choisi un château magnifique dans le Beaujolais, avec des centaines d'invités, des fontaines de champagne et une décoration ostentatoire. Chaque rose, chaque ruban criait une opulence qu'il ne pouvait plus se permettre. C'était une tentative désespérée de projeter une image de succès et de stabilité,
alors même que l'entreprise familiale sombrait lentement. Ils avaient payé pour cette fête extravagante avec l'argent qu'ils me versaient en honoraires de consultante. L'ironie était délicieuse. J'avais reçu une invitation. Bien sûr. Il fallait maintenir les apparences. Ne pas m'inviter aurait été un aveu de la fracture familiale. J'ai hésité à y aller. C'était Baptiste qui m'a convaincu. Tu dois y aller. Tu dois terminer ce que tu as commencé. Sur ton propre terrain, et selon tes propres termes. Je suis arrivée seule, vêtue d'une robe noire simple mais élégante, qui détonnait au milieu des robes pastel et des costumes clairs. J'étais un corbeau dans une volière de pigeons. J'ai vu Monsieur Durand discuter avec quelques membres du conseil d'administration. Ils avaient l'air inquiets. Ils savaient que la situation de l'entreprise était précaire. Ils étaient tous là, réunis. La scène était parfaite. J'ai traversé le jardin, sentant les regards curieux et les chuchotements sur mon passage. C'est la sœur, celle qui a été mise à la porte. J'ai évité ma famille, me contentant de saluts polis et distants. J'ai observé Bérénice, rayonnante dans sa robe de mariée à plusieurs milliers d'euros, riant un peu trop fort, buvant un peu trop vite. Elle jouait le rôle de sa vie, la jeune mariée heureuse et PDG à succès. Mais je pouvais voir la panique dans ses yeux chaque fois que son regard croisait le mien. Puis est venu le moment des discours. Le père du marié, puis mon père. Il a parlé de l'intelligence et de la vision de sa fille aînée. Il a dû puiser au plus profond de lui-même pour prononcer ses mensonges avec un visage impassible. J'ai failli éclater de rire. Et puis, le maître de cérémonie a annoncé, et maintenant, quelques mots de la part de la sœur de la mariée, Léonie Guérin. Un silence s'est fait. Tous les regards se sont tournés vers moi. Bérénice a paru surprise. Ce n'était pas prévu au programme. C'était un petit arrangement que j'avais fait avec l'organisateur. Je me suis levée et je me suis dirigée calmement vers le micro. Mon cœur battait la chamade, mais ma démarche était assurée. J'ai pris le micro, et j'ai regardé l'assemblée. J'ai croisé le regard de Monsieur Durand, puis celui des administrateurs. Et enfin, celui de ma famille. Bonsoir à tous, ai-je commencé, ma voix claire et posée résonnant dans le silence. On m'a demandé de dire quelques mots pour ma sœur, Bérénice. Et je crois qu'il est temps de parler de vision. De l'avenir de Guérin et fille. Un murmure a parcouru la salle. Ce n'était pas un discours de mariage habituel. Beaucoup d'entre vous, particulièrement nos partenaires et investisseurs, s'inquiètent des problèmes techniques que nous rencontrons. On parle de bugs, d'incompétence. Ma propre sœur m'a accusé de sabotage. La vérité est beaucoup plus simple. J'ai marqué une pause, laissant le suspense s'installer. Synapse Logistique, le joyau de notre entreprise, a été construit avec un protocole de sécurité fondamentale. Pour fonctionner à son plein potentiel, son algorithme de base nécessite une maintenance cryptographique hebdomadaire. Une maintenance qui ne peut être effectuée qu'avec une clé de cryptage unique. Une clé que j'ai créée. Et que je suis la seule à posséder. Les visages dans la salle passèrent de la curiosité à la stupéfaction. Ce que vous prenez pour des pannes n'en sont pas. C'est le système qui se dégrade lentement, de manière contrôlée, parce qu'il n'est pas entretenu. Ce n'est pas un bug. C'est une fonctionnalité. Le mot « fonctionnalité » a eu l'effet d'une bombe. Bérénice est devenue blême. Sa main tremblait tellement qu'elle a failli lâcher sa coupe. Mon père s'est levé, se précipitant vers moi. « Léonie, ça suffit », m'a-t-il chuchoté avec rage. Je l'ai ignoré. J'ai continué, m'adressant à toute la salle. On m'a demandé de choisir entre mon travail et ma famille. On m'a accusé de sabotage quand j'ai refusé d'être effacé. La vérité, c'est que je n'ai jamais rien saboté. J'ai simplement arrêté de travailler gratuitement pour ceux qui m'ont trahi. Ma mère était en larmes. Bérénice me regardait avec une haine pure. Mon père m'a attrapé par le bras. Je t'en prie, arrête. Reviens. Prends la direction, prends tout ce que tu veux, mais sauve-nous. Je me suis doucement dégagée. Je l'ai regardé dans les yeux. Me sauver? Ou sauver tes finances? Tu as fait ton choix, papa. Tu as choisi la facilité plutôt que la compétence.
Tu as choisi Bérénice non pas parce que tu croyais en elle, mais parce que tu avais peur d'admettre que tu avais échoué. Puis j'ai regardé Bérénice. Tu voulais gagner, n'est-ce pas? Tu voulais me battre. Eh bien voilà. Tu as gagné. Tu as l'entreprise. Ou du moins, ce qu'il en reste. J'ai posé le micro et je suis parti, traversant la foule médusée, laissant derrière moi les ruines de leur réputation. La guerre était finie. Et j'avais gagné. La sortie du château ce soir-là avait un goût de libération totale. Baptiste m'attendait un peu plus loin sur la route. Quand je suis montée dans la voiture, il n'a rien dit. Il m'a juste prise dans ses bras. Je n'ai pas pleuré. Je me sentais vide, mais sereine. Comme un soldat après la dernière bataille, épuisée mais vivante. Les retombées de ma « bombe » au mariage ont été rapides et dévastatrices. Dès le lundi matin, M. Durand a officiellement rompu son contrat, invoquant une « perte de confiance totale dans la direction et la stabilité de l'entreprise ». La perte de ces 100 millions d'euros a été le coup de grâce. Les autres clients, paniqués, ont suivi le mouvement. Le conseil d'administration, pour sauver ce qui pouvait l'être, a forcé Bérénice à la démission. Mais il était trop tard. Une semaine plus tard, Guérin et Filles, l'entreprise de mon grand-père, déposait le bilan. Ils ont dû vendre la villa d'Écully pour éponger une partie des dettes. Ma famille, qui avait toujours vécu dans l'opulence, a dû déménager dans un appartement modeste en ville. Leur monde s'était écroulé. J'ai appris plus tard, par une ancienne connaissance, que le fiancé de Bérénice l'avait quitté quelques semaines après le mariage, incapable de supporter le scandale et la ruine financière. Pendant ce temps, le mien se reconstruisait. Quelques jours après le mariage, j'avais reçu un appel. C'était la PDG d'une start-up technologique concurrente et très innovante, basée à Grenoble. Elle avait suivi de loin mes travaux sur Synapse et avait entendu des échos de la débâcle. Elle m'a fait une offre que je ne pouvais pas refuser, un poste de directrice de la technologie, avec une participation au capital, et surtout, une carte blanche pour développer mes propres projets. Baptiste et moi avons déménagé à Grenoble. C'était un nouveau départ. Une nouvelle ville, une nouvelle vie. L'énergie dans ma nouvelle entreprise était l'opposé de ce que j'avais connu. Ici, on ne valorisait pas le charme ou les relations, mais la compétence et l'innovation. J'étais respectée. J'étais écoutée. J'étais enfin à ma place. Mes idées n'étaient plus considérées comme des caprices techniques, mais comme des atouts stratégiques. Lors de ma première réunion de brainstorming, j'ai proposé une architecture système audacieuse. Au lieu d'être balayée d'un revers de la main, elle a été accueillie avec enthousiasme. Ma nouvelle patronne m'a dit, c'est exactement pour ce genre d'idée que je vous ai engagé, Léonie. Pour la première fois depuis des années, je me sentais à ma place. Avec une équipe de jeunes ingénieurs brillants et motivés, et le soutien total de ma direction, nous avons commencé à travailler sur un nouveau projet. Un projet qui reprendrait les meilleures idées de Synapse, mais en les poussant beaucoup plus loin. Nous l'avons appelé Nexus Flow. Un an plus tard, Nexus Flow était lancé sur le marché. Le succès a été immédiat et fulgurant. Nous avons signé des contrats avec d'anciens clients de Guérin et Filles, et bien d'autres. En 18 mois, Nexus Flow générait un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros. Le double de ce que Synapse avait jamais rapporté. J'étais devenue l'une des figures de la tech française. Les magazines qui publiaient autrefois les photos de Bérénice dans les soirées mondaines publiaient maintenant mon portrait, parlant de mon parcours exceptionnel. Un soir, j'ai reçu un message. C'était Bérénice. Juste 3 mots, je suis désolée. J'ai regardé le message pendant un long moment. J'ai pensé à tout ce que j'avais perdu. J'ai pensé à tout ce que j'avais gagné. J'ai ressenti une pointe de pitié, mais pas de pardon. Pas encore. J'ai effacé le message sans répondre. Le succès était grisant. J'avais une équipe formidable, un travail que j'aimais, et l'amour de Baptiste. Pourtant, parfois, la nuit, je repensais à ce dîner. Non pas avec colère, mais avec une sorte de tristesse. Je pleurais la famille que j'aurais pu avoir, la relation que j'aurais dû avoir avec ma sœur. Baptiste me serrait dans ses bras et me disait, « Regretter ce que tu as perdu ne veut pas dire que ton choix était le mauvais. » Il avait raison.
J'avais prouvé ma valeur au monde entier. Maintenant, il était temps de me la prouver à moi-même, en construisant un bonheur qu'aucune trahison ne pourrait jamais atteindre. Le dernier chapitre de cette histoire ne s'est pas écrit dans une salle de réunion ou derrière un écran d'ordinateur, mais au bord du lac d'Annecy, sous un ciel bleu d'été. C'est là que Baptiste et moi avons choisi de nous marier. Il n'y avait pas de château, pas de centaines d'invités. Juste nos amis les plus proches, nos collègues de Grenoble, les gens qui nous avaient soutenus dans les moments les plus sombres, ceux qui avaient vu mes larmes et partagé mes espoirs. La cérémonie était simple, en plein air, avec les montagnes majestueuses en toile de fond. L'air était pur, le soleil scintillait sur l'eau cristalline du lac. C'était un décor à l'image de notre nouvelle vie, claire, honnête et magnifique. En regardant les visages souriants de nos amis, j'ai enfin compris le vrai sens du mot « famille ». Ce n'est pas une question de sang, de nom ou d'héritage financier. La vraie famille, ce sont les gens qui choisissent d'être à vos côtés. Ceux qui célèbrent vos victoires comme si c'étaient les leurs, et qui vous tiennent la main quand vous trébuchez. C'est un clan que l'on se construit, pas un destin que l'on subit. C'est un jardin que l'on cultive, pas une cage dans laquelle on est. Pendant l'échange de nos vœux, j'ai regardé Baptiste. J'ai pensé à tout ce que nous avions traversé, les nuits blanches de codage, la douleur de la trahison, l'incertitude du nouveau départ, et enfin, la joie de la réussite partagée. Je ne vais pas te promettre un amour éternel, lui ai-je dit, ma voix chargée d'émotion. Je vais te promettre quelque chose de plus important. Je te promets de te remercier chaque jour. Merci d'avoir été là quand j'étais forte, mais surtout, merci de ne pas être partie quand j'étais faible. Tu m'as montré que la famille, ce n'est pas l'endroit d'où l'on vient, mais l'endroit où l'on est en sécurité pour être soi-même. Quand ce fut son tour, il me prit les mains et dit, « Léonie, j'ai toujours su que tu étais brillante. Mais ce que j'ai découvert, c'est que tu es aussi incroyablement courageuse. Tu n'as pas seulement construit des logiciels, tu as reconstruit ta vie. Et je suis tellement fière et honorée de faire partie de cette nouvelle vie. » Nos amis ont applaudi, certains avaient les larmes aux yeux. J'avais enfin trouvé mon port d'attache. Quant à ma famille biologique, je n'ai plus de contact avec eux. J'ai appris par des connaissances que mon père vit mal sa retraite anticipée, que ma mère est rongée par les remords et que Bérénice essaie de se reconstruire une vie, loin de Lyon. Je ne leur souhaite aucun mal. Je ne leur souhaite rien du tout. Ils font partie de mon passé, d'une leçon que j'ai dû apprendre de la manière la plus dure qui soit. La leçon que parfois, la plus grande preuve d'amour que l'on puisse se donner, c'est de savoir partir. L'indépendance n'est pas la solitude. C'est le pouvoir de choisir qui mérite une place dans votre vie. C'est la force de construire son propre bonheur, sur ses propres fondations. L'entreprise, Guérin et Filles, n'est plus qu'un cas d'école étudié dans les magazines économiques, l'exemple parfait d'une entreprise détruite par les conflits familiaux, la jalousie et la mauvaise gestion. Mon héritage, le vrai, n'est pas dans le nom que je porte, mais dans le code que j'écris, dans l'entreprise que je contribue à bâtir, et dans l'amour que je partage avec les gens que j'ai choisis. Mon histoire est une histoire de trahison, mais aussi et surtout une histoire de renaissance. C'est la preuve que même quand on pense avoir tout perdu, on peut se reconstruire, plus fort, plus sage et plus heureux qu'avant. Si vous avez vécu une expérience similaire, si vous avez dû un jour choisir entre votre bien-être et des liens familiaux toxiques, n'hésitez pas à partager un bout de votre histoire dans les commentaires. Votre voix compte, et votre expérience peut aider d'autres personnes à se sentir moins seules. N'oubliez pas de laisser un « j'aime » si cette histoire vous a touché, et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Merci de m'avoir écouté.